Est-ce que les oméga 3 sont vraiment bons pour le cœur et le cerveau? Faut-il manger du poisson gras tous les jours? Est-ce qu'il faudrait même prendre des compléments d'oméga 3 pour optimiser sa santé? C'est à toutes ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Même les personnes qui ne s'intéressent pas particulièrement à la nutrition ont entendu parler des oméga 3, c'est un terme médiatisé depuis longtemps, et pourtant, dans les faits, peu de gens connaissent vraiment leur intérêt, quelles sont les bonnes sources alimentaires et quelle quantité en manger. Surtout que, comme nous allons le voir, c'est un sujet qui n'est pas tranché et binaire, il y a beaucoup de nuances. C'est pour cela que pour écrire cette vidéo, j'ai vraiment pris le temps d'éplucher toutes les études scientifiques, comme vous pouvez le voir en description. La liste des références est assez longue. De lire aussi les avis contradictoires pour vraiment essayer de vous donner une synthèse objective et équilibrée sur ce sujet. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper mes futures analyses. Je précise que le contenu de cette vidéo est tiré de ma formation Natura Power, ma formation sur la nutrition la plus complète, avec plus de 55 vidéos pour passer en revue tous les sujets de la nutrition, pour savoir enfin quelle est la meilleure façon de manger pour votre santé et pour vos performances. Je vous donne donc ce contenu gratuitement, mais si vous voulez en savoir plus et vraiment passer au niveau supérieur dans votre assiette, le lien est juste en dessous. Pour rappel, avec les acides gras saturés et monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés représentent la troisième grande catégorie de lipides alimentaires, comprenant deux familles, les oméga 3 et les oméga 6. Dans notre alimentation, les oméga 6 sont présents essentiellement dans les huiles de tournesol, de pépins de raisin, de maïs ou de soja, dans les oléagineux tels que les noix du Brésil ou les noix de pécan ou le beurre de cacahuète. Les oméga 3 se trouvent soit sous forme d'ALA, acide alpha-linolénique, dans les végétaux comme les graines de lin ou de chia, soit sous forme d'EPA et de DHA, surtout dans les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, saumon, etc. Enfin, certains aliments contiennent les deux, oméga 3 et oméga 6, comme l'huile de colza, les noix ou même la viande et les produits laitiers, mais en quantité très très limitée pour ces derniers. Le problème aujourd'hui sera un déséquilibre du ratio entre oméga 6 et oméga 3, un ratio qui serait de 15 à 20 pour 1 en moyenne dans les pays occidentaux, seul le Japon se distinguant parmi les pays industrialisés avec un ratio de 4 pour 1. Les scientifiques ont calculé qu'en Grèce, avant 1960, ce ratio était de 1 à 2 en moyenne, en faisant l'un des points forts du régime méditerranéen traditionnel, et que chez nos ancêtres du Paléolithique, il aurait été encore plus faible, moins de 1. Ces faibles ratios sont surtout dus à une consommation très modeste des principales sources d'oméga 6, qui ont surtout augmenté depuis 150 ans avec l'alimentation industrielle. Avant de rentrer dans le détail de leurs effets sur la santé, il est important aussi que vous ayez en tête le métabolisme de ces acides gras qui passent par différentes étapes de conversion dans notre organisme suivant la forme sous laquelle on les ingère. Du côté des oméga 3, l'ALA est converti en EPA puis en DHA. Il en est de même côté oméga 6. L'acide linoléique va passer par différentes phases de conversion également. Tous ont leur utilité, mais historiquement, on dit que seul l'ALA et l'acide linoléique sont essentiels car notre corps ne sait pas les synthétiser tout seul et qu'ils servent de précurseurs pour les autres acides gras. Mais les taux de conversion de l'ALA en EPA puis en DHA sont assez réduits. Entre 2 et 10% de l'ALA serait converti en DHA, un taux de conversion influencé à la fois par des facteurs génétiques et alimentaires. La recherche sur les effets des poissons gras et des oméga 3 a réellement démarré dans les années 1970 à la suite de travaux montrant que les Inuits avaient un faible taux de maladies coronariennes malgré une consommation élevée de graisses animales et une faible consommation de légumes. Les acides gras EPA et DHA participant à la composition des membranes cellulaires, ils se retrouvent dans tout l'organisme, cellules sanguines, cellules immunitaires, tissus cardiaques, cerveau, etc. Il est donc possible de trouver des études sur les liens entre oméga 3 et littéralement tous les aspects de la santé. Déclin cognitif, inflammation, immunité, performance musculaire. Mais pour autant, la qualité des preuves sur chacun de ces sujets est très très variable et il est difficile pour le grand public d'y voir clair, donc on va les passer en revue un par un. Historiquement, l'effet sur la santé des oméga 3 le plus étudié et le plus mis en avant est donc celui sur la santé cardiovasculaire. L'une des études les plus connues sur le sujet est la fameuse étude de Lyon, dirigée par le docteur Delors-Juril dans les années 1990, où les participants ayant déjà subi un premier infarctus du myocarde, avaient suivi soit une alimentation de type méditerranéenne incluant une margarine enrichie en oméga 3, soit leur alimentation normale. Après 4 ans, le groupe méditerranéen avait 71% de risque en moins de souffrir d'un accident cardiaque non mortel et 81% de réduction pour les décès par cause cardiovasculaire comparé au groupe contrôle. Les chercheurs avaient trouvé au travers des prises de sang que cette réduction était fortement liée au taux d'ALA,
ainsi qu'à celui d'antioxydants. L'autre étude observationnelle très célèbre est Predimed, qui a suivi plusieurs milliers d'Espagnols ayant un risque important de maladies cardiovasculaires pendant 5 ans en les divisant en 3 groupes. Le premier avec une alimentation méditerranéenne riche en huile d'olive, le deuxième avec une alimentation méditerranéenne riche en noix et le troisième avec une alimentation plus classique leur demandant d'éviter surtout les produits les plus gras. Au bout de 5 ans, le risque d'accident cardiovasculaire chez les 2 groupes méditerranéens était réduit de 30% par rapport au troisième groupe. Sur les différents marqueurs, la pression artérielle a été aussi réduite, l'hypertension étant un important facteur de risque cardiovasculaire. Les 2 régimes ont produit des effets similaires, alors que l'huile d'olive est surtout riche en acides gras monoinsaturés et les noix en polyinsaturés, oméga 6 et oméga 3. Une alimentation incluant les 2 aliments aurait peut-être même été encore plus efficace. Ces 2 études ont surtout apporté des preuves de l'intérêt d'un régime méditerranéen global, incluant entre autres des sources d'oméga 3. Rien d'étonnant, puisque comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire, c'est le régime méditerranéen qui a aussi le plus de preuves pour ses effets anti-inflammatoires. Mais qu'en est-il de l'effet plus direct d'une supplémentation en oméga 3, essentiellement sous forme d'huile de poisson? Ces dernières années, plusieurs travaux contradictoires ont pu entraîner la confusion dans l'esprit du grand public sur ce sujet. D'un point de vue mécanistique, les oméga 3 semblent réduire l'inflammation, cette dernière jouant un rôle dans le développement des maladies cardiovasculaires, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur le sujet. Une supplémentation en oméga 3 a également fait ses preuves pour réduire les triglycérides, particulièrement chez les personnes ayant un taux élevé. Enfin, la consommation de poissons étant aussi corrélée à une réduction des risques cardiovasculaires. Toutes ces données ont amené certains experts à recommander une supplémentation en oméga 3 pour la prévention cardiovasculaire. Mais du côté des études cliniques, les données sont plus ambiguës. Une méta-analyse de 2018, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, a inclus 10 études regroupant plus de 77 000 participants prenant un complément d'EPA et ou de DHA sur une durée de 1 à 6 ans. Les résultats n'ont pas trouvé d'effet significatif de cette supplémentation sur les accidents cardiovasculaires. À noter que la majorité des participants étaient des personnes âgées ayant déjà eu des problèmes cardiovasculaires. Ces résultats ne s'extrapolent donc pas forcément à d'autres populations. Une revue systématique du groupe Cochrane, c'est une référence dans ce type d'analyse, n'a pas non plus trouvé d'effet en prévention primaire et secondaire. Alors, une critique de ces études est que les dosages utilisés étaient trop faibles pour avoir un réel impact, d'où l'intérêt d'autres études cliniques plus récentes avec haute dose d'EPA, mais qui n'ont pas non plus trouvé d'effet notable. Si je prends aussi en compte les 2 méta-analyses les plus récentes, au moment où je filme cette vidéo, la conclusion des chercheurs américains et coréens qui les ont faites, est qu'une supplémentation en oméga 3 permettrait bien de réduire la mortalité cardiovasculaire, bien que des études avec des dosages plus importants permettraient d'observer des effets plus clairement. Et une dernière remarque, je sais que c'est compliqué, la qualité des compléments d'oméga 3 à base d'huile de poisson peut varier grandement entre les marques et les fournisseurs selon les procédés de fabrication et de conservation utilisés, en particulier sur le sujet de l'oxydation. En effet, les oméga 3 sont très fragiles et leur oxydation va diminuer la concentration en EPA et DHA dans le produit et faire perdre une partie des bénéfices d'une supplémentation. C'est pour cela qu'un indice a été développé pour mesurer ce taux d'oxydation, l'indice TOTOX. Le problème est que toutes ces études utilisent une grande variété de compléments ayant des indices TOTOX différents et les résultats négatifs pourraient venir de compléments plus oxydés que la moyenne. C'est pour ça qu'il est primordial d'avoir un complément d'oméga 3 qui contient des antioxydants pouvant protéger ces derniers et qui sera stocké dans des conditions optimales de température et de lumière. En résumé sur ce sujet, bien qu'il s'agisse de l'effet historiquement le plus étudié, les bénéfices cardiovasculaires d'une supplémentation en oméga 3 ne sont pas aussi évidents à ce jour. Ce qui est sûr, c'est qu'une alimentation méditerranéenne anti-inflammatoire, riche notamment en fruits et légumes, avec aussi un bon ratio entre oméga 3 et oméga 6, via des petits poissons gras, des oléagineux comme les noix, etc., a des bénéfices clairement démontrés sur la mortalité cardiovasculaire. Est-ce qu'il y aurait un bénéfice supplémentaire sur ce sujet de la santé cardiovasculaire à se supplémenter? Impossible à dire pour le moment, à part pour les personnes ayant un taux de triglycérides élevé. Mais je vais revenir en détail sur l'intérêt de la supplémentation par catégorie de personnes à la fin de la vidéo. Passons maintenant au cerveau. Le DHA est l'acide gras oméga 3 le plus abondant dans le cerveau, qui est lui-même l'organe le plus riche en lipides.
Il y tient donc un rôle fondamental dans la structure des membranes, des neurones et des terminaisons nerveuses. La concentration en DHA est liée à de meilleures performances cognitives et à une meilleure mémoire de travail, et d'autres travaux ont montré un effet positif d'une supplémentation en DHA sur la mémoire. Au regard de ces effets, il est logique de se poser aussi la question de l'impact des oméga-3 pour lutter contre le déclin cognitif. Une plus grande consommation de poissons et globalement de sources alimentaires d'oméga-3 est effectivement associée à un risque réduit de déclin cognitif. Sur les effets d'une supplémentation directe en oméga-3 ou uniquement en DHA, une étude a montré un ralentissement du déclin cognitif avec la prise de 900 mg par jour, et une récente revue systématique a conclu à l'effet positif probable d'une supplémentation. Par contre, les travaux n'ont pas encore prouvé d'impact positif chez les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. Je le cite parce que parfois on en parle. En tout cas, comme le souligne l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, un bon apport en oméga-3 semble important pour le maintien de la santé mentale. Et eux, ils proposaient un apport de 500 mg par jour de PA plus DHA, ce qui correspond par exemple à plus ou moins 200 g de saumon par semaine. Voilà, c'est pas énorme. On peut plutôt dire que c'est plutôt une base minimum, même qu'une fourchette haute. Une autre maladie liée au vieillissement est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, qui correspond à une dégradation d'une partie de la rétine pouvant entraîner la perte de vision centrale. La DMLA et le déclin cognitif partageant de nombreux facteurs de risque, ils sont tous les deux souvent étudiés ensemble dans les mêmes travaux. Les oméga-3, en particulier le DHA, sont connus pour jouer un rôle important dans la bonne vascularisation de la rétine, et un bon équilibre entre oméga-3 et 6 semble protecteur contre l'angiogénèse de celle-ci. Au-delà des apports alimentaires, une supplémentation pourrait ralentir la progression d'une DMLA légère, mais les données manquent pour conclure sur les stades plus avancés de la maladie. Étant donné leur rôle dans le cerveau, les chercheurs se sont penchés depuis de nombreuses années sur les effets des oméga-3 sur différents troubles mentaux, à commencer par la dépression, afin de trouver des alternatives non médicamenteuses à ce problème de santé publique majeur. La prise quotidienne d'un complément d'oméga-3, plus spécifiquement d'EPA, semble bien réduire les symptômes chez les personnes souffrant de dépression, et l'effet est particulièrement marqué chez les patients prenant également des antidépresseurs, l'effet de ces derniers semblant augmenter par la prise d'EPA. Il n'existe cependant pas encore de consensus sur les mécanismes d'action entre une réduction de l'inflammation et du stress oxydatif, une augmentation de la neuroplasticité, voire une action positive sur les récepteurs de sérotonine. Continuons notre zoom sur le cerveau avec un sujet qui touche particulièrement certains sportifs, les commotions cérébrales. Il s'agit d'un ébranlement du cerveau qui peut venir d'un coup ou d'une chute dont l'impact va se propager dans le cerveau et qui peut être accompagné ou non d'une perte de connaissance. Cela peut être très problématique, surtout si elles sont répétées et provoquer à long terme des troubles neurologiques comme une augmentation de la dépression et des pensées suicidaires, des changements de personnalité, des troubles de l'humeur, des troubles de mémoire ou même une augmentation des risques de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Dans les années 1920, on a commencé à remarquer que les boxeurs avaient des risques de troubles cognitifs bien plus élevés que la moyenne, mais c'est vraiment qu'en 2002 que le sujet a été mis en avant grâce à un médecin américano-nigérien, le docteur Bene Omalu. Après avoir autopsié un joueur de football américain qui en souffrait, ce dernier a publié plusieurs travaux et s'est battu pour faire reconnaître ce qu'il a appelé l'encéphalopathie traumatique chronique. Tous les sports où les chocs et les chutes sont importants sont concernés, comme le football américain, mais le rugby, les sports de combat avec coups portés à la tête, comme la boxe, ou même le football, parce qu'à force de donner des têtes sur le ballon, un impact léger, mais si répété des centaines de fois, ça peut aussi poser des problèmes sur le long terme. La priorité est évidemment d'éviter les chocs autant qu'on peut et de porter le meilleur équipement de protection possible. Mais les scientifiques se sont aussi penchés sur les traitements possibles pour réduire les conséquences de ces chocs. Une étude a justement été faite sur les oméga-3. Des joueurs de football américains ont pris différentes doses de DHA, ce qui a eu pour effet de diminuer le taux de la protéine NFL, neurofilament à chaîne légère, dans le sang, un marqueur de traumatisme crânien.
il est probable que cette diminution soit due à l'effet anti-inflammatoire dans le cerveau des oméga 3. La dose utilisée ayant eu un effet notable dans cette étude était de 2 grammes de DHA par jour. Toujours sur la thématique sportive, un effet étudié est celui sur la récupération et la diminution des courbatures découlant d'un effort physique. Une méta-analyse a trouvé une diminution de marqueurs de dommages musculaires post-exercice avec la prise d'un supplément. La plupart des travaux comparant un dosage unique à un placebo. Une étude a voulu tester les effets de différentes doses d'oméga 3 sur la récupération chez des jeunes sportifs. Pendant 7 semaines, de jeunes hommes et femmes ont pris 2 grammes par jour, 4 grammes par jour, 6 grammes par jour ou 0 grammes par jour un placebo de supplément d'huile de poisson. La récupération et la réduction des courbatures au bout de 24 heures ont été plus importantes dans le groupe 6 grammes par jour. À noter que l'EFSA donne une limite de 5 grammes par jour pour l'absence de risque dans la population générale et qui n'est pas recommandé de prendre de si haute dose, sachant que la plupart des études en fait utilisent, comme je l'ai déjà dit, plutôt autour de 2 grammes par jour. En conclusion, les travaux sur les oméga 3 peuvent sembler parfois contradictoires, mais cela est avant tout dû à la grande diversité de leur qualité méthodologique, des dosages utilisés ou des habitudes alimentaires des participants qui sont trop peu prises en compte en parallèle. Pour la santé cardiovasculaire, les données les plus récentes n'ont effectivement pas trouvé d'effet significatif d'une supplémentation. Comme je l'ai dit, la priorité devrait être d'améliorer son alimentation en suivant un modèle méditerranéen, en diminuant les sources éventuelles d'oméga 6. Si par exemple vous cuisinez régulièrement à l'huile de tournesol, voilà, c'est des choses que vous pouvez changer. Pour les poissons gras, il faut privilégier les petits moins pollués, sardines, maquereaux, anchois. L'ANSES recommande de manger du poisson 2 fois par semaine, dont 1 gras. Je trouve ça un peu léger pour atteindre les apports conseillés. Il faudra plutôt juste augmenter d'un, c'est-à-dire plutôt 3 fois par semaine, dont 2 gras. Attention évidemment pour les enfants et les femmes enceintes surtout d'éviter les poissons les plus contaminés aux métaux lourds comme l'espadon par exemple. Et il ne faut surtout pas négliger les oméga 3 végétaux. On les trouve donc dans les graines de lin, de chia, les noix, l'huile de colza. C'est vrai que les noix et l'huile de colza apportent aussi des oméga 6, mais leur ratio reste correct. Et surtout les noix contiennent de nombreux antioxydants en plus qui ont fait leurs preuves pour la santé. C'est pour ça qu'en complément de l'huile d'olive, qui reste la base, de l'huile de noix pour l'assaisonnement est intéressante, même si l'huile de colza, par contre, elle a l'avantage d'être beaucoup moins chère. Et manger des noix entières, c'est bien aussi. On a des locales en plus en France, noix du Périgord notamment. Attention à bien les acheter dans leur coque. Les cerneaux en vrac ont tendance à rancir au contact de l'air. Ça se sent au goût d'ailleurs. C'est pas une bonne chose. Enfin, les véganes particulièrement devraient aussi inclure régulièrement notamment des graines de lin moulu. C'est une source facile et une excellente source d'ALA, donc d'oméga 3 végétaux. Côté complément, il peut sembler raisonnable de se supplémenter pour les personnes ne consommant pas assez de sources alimentaires, qui ne mangent pas notamment du tout de poisson gras. Forcément, les compléments étant faits en général à partir d'huile de poisson, les véganes devront se tourner vers des compléments à base d'huile extraite d'algues qui contiennent surtout du DHA. Ça existe sur le marché, mais ce n'est pas forcément non plus l'idéal parce que les méthodes d'extraction ne sont pas encore parfaites et ont tendance à oxyder un peu plus la matière première. Donc, vérifiez bien toujours l'indice Totox du produit. De même, pour la bonne santé du cerveau chez les bien portants, le plus important sera d'avoir des apports quotidiens suffisants, ce qui peut aussi être géré par une bonne alimentation. La question d'une supplémentation pourra se poser pour ceux aussi qui sont en carence à cause de leurs habitudes alimentaires ou en cas de maladies telles que la dépression ou la DMLA, mais il n'existe pas encore de consensus sur ce sujet. Enfin, pour les sportifs, il semble bien qu'il y a une légère amélioration de la récupération et donc la capacité à enchaîner les entraînements, mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en jeu sur cette récupération qu'il est difficile de dire si c'est prioritaire vraiment de se complémenter pour les sportifs. Par contre, pour le sujet des traumatismes crâniens, là, c'est vraiment une piste intéressante. Dans tous les cas, je pense qu'une alimentation bien équilibrée et optimisée couvrira les besoins de la majorité des gens. Encore une fois, le focus n'est pas seulement d'augmenter ses apports en oméga 3, mais aussi de diminuer ceux en oméga 6. Et pour les personnes qui pensent pouvoir bénéficier d'une supplémentation par rapport aux bénéfices que j'ai cités, je vous invite évidemment à vous tourner vers votre médecin, surtout qu'il faut faire attention à certaines interactions avec certains médicaments. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je vous donne simplement l'état des connaissances actuelles. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour ce tour d'horizon sur les oméga 3. Il y aurait encore
beaucoup de choses à dire, mais je pense que vous avez déjà beaucoup d'informations à digérer. Dites-moi en commentaire quels sont les autres compléments que vous voudriez que j'analyse. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous dans ma formation Natura Power. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.